Et bonjour Sophie, Bonjour, comment ça va? ça va et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Donc, c'est très, très gentil d'être là, d'avoir pris le temps un samedi de prendre cette heure pour parler avec nous d'immigration. Évidemment, on le sait bien, c'est un sujet qui est particulièrement sensible de tout temps pour les Français des États-Unis, pour tous les étrangers qui veulent ou qui sont déjà aux États-Unis, mais en particulier en ce moment, il y a énormément de bouleversements, de frontières fermées, de situations parfois très compliquées d'un point de vue personnel pour les gens ou d'un point de vue professionnel. Donc, on va essayer d'aborder tout ça, d'aider les gens. Encore une fois, on donnera le QR code pour prendre rendez-vous avec Sophie. Elle a une fenêtre aussi de 2 heures un peu plus tard dans la journée pour vous recevoir. C'est déjà presque complet, je crois. Donc, allez-y dès maintenant sur le site bienvivreausus.com si vous voulez prendre rendez-vous. Mais sinon, vous aurez les moyens, évidemment, de la contacter. Par ailleurs, ces conseils sont toujours très précieux. Sophie, on va commencer, on l'avait dit, par présenter les choses sur une sorte de panorama avant de rentrer dans le vif du sujet et les questions de qu'est-ce qui est possible ou qu'est-ce qui n'est pas possible en ce moment. Et ce panorama, c'est passer en revue un peu les visas américains pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec tout ça. C'est une sorte d'alphabet de soupe, comme on dit ici, avec pratiquement toutes les lettres de l'alphabet, j'exagère un peu, mais qui sont prises par des visas. Tous ceux qui sont là depuis un certain temps sont familiers avec les E, les L, les J, etc., etc. Donc vous allez nous expliquer un peu ce qu'il en est, dresser ce panorama et puis après on rentrera dans le vif du sujet sur l'actualité et notamment les déclarations présidentielles qui font qu'il est particulièrement difficile de venir ou de demander un visa en ce moment, mais c'est possible. Il y a des choses qui sont possibles, qui deviennent de plus en plus possibles. C'est pour ça qu'on fait cette conférence et c'est ce qu'on vous a expliqué. Donc, ce panorama, allez-y. Est-ce que vous le voyez? Pour l'instant, on ne voit pas votre écran encore, non? Euh, attendez, hop, voilà. Et voilà. Vous le voyez maintenant? Je ne le vois pas pour ce qui me concerne. Bah, c'est embêtant. Partage. Euh, j'ai cliqué sur Share Screen. Euh, Alors, on va commencer sans, et puis on va voir si ça s'arrange. Peut-être, Sophie, si tu veux me l'envoyer par ailleurs, et je le mettrai de mon côté. oui, c'est ce que je vais faire maintenant. Voilà. Et puis sinon donc pendant ce temps-là je vais en profiter pour enchaîner hein, sur l'idée c'est qu'il y a un très très grand nombre de visas. Alors ils vont pas tous faire l'objet des explications maintenant. Il y a des choses très spécialisées, les visas I pour les journalistes par exemple, les visas A pour les diplomates ou les G pour les diplomates d'organisations internationales. Ça, les gens qui sont concernés par ça connaissent bien. En revanche, ceux qui intéressent, j'allais dire, plus le grand public, ce sont les fameux L, les J, les E. Voilà, c'est un peu ça dont tu vas nous parler. Oui, c'est exact. Je viens de t'envoyer le PowerPoint. Magnifique. Je te laisse commencer. D'accord. Donc, d'abord, bonjour. Bonjour à tous. Je suis ravie de pouvoir participer à cette conférence. Je vais faire une petite présentation rapide sur les différentes catégories de visa, comme Emmanuel vient de mentionner. Et après, je vais plutôt me concentrer sur les proclamations présidentielles américaines qui ont récemment été signées et puis les dérogations. Euh, donc, on va commencer par les visas temporaires. Donc, comme Emmanuel a dit, c'est un petit peu un alphabet de soupe. Il y a le H1B qui est un visa de travail. C'est le plus connu. Le problème, c'est qu'il est sujet à un quota. Euh, il faut avoir un minimum de l'équivalent d'un bachelor américain ou son équivalence en termes d'expérience professionnelle qui est 12 ans. Mais s'il est accordé, il est accordé pour 3 ans et pour, après, merci Emmanuel, 3 années supplémentaires. Euh,
Est-ce que vous pouvez... Donc, je n'ai plus le contrôle de Non, la... non, du coup, c'est à moi de le faire. Euh, donc, après, il y a le L1 qu'Emmanuel a mentionné. Ça, c'est un visa de transfert intra-entreprise. Donc, si vous travaillez pour une société en France qui a une filiale ou une succursale ou même la maison mère aux États-Unis, vous pouvez bénéficier d'un L1. Si vous avez quelqu'un qui veut démarrer une société aux États-Unis, il y a quelque chose qui s'appelle un New Office L aussi. Et ça, c'est possible également. Après, il y a le O1 qui est un visa pour artistes et créateurs, comédiens et autres professionnels, même en business aussi, qui souhaitent venir et qui se démarquent des autres dans leur industrie. Après, il y a les visas, donc E, qu'Emmanuel a mentionné. Ça, c'est basé sur un traité commercial entre la France et les États-Unis. Donc, il faudrait cibler des sociétés françaises, et c'est-à-dire qui sont détenues au moins à 51% par des Français. Et donc, il y a trois types de visa E. Le visa d'investisseur, si un particulier veut investir, un Français veut investir, une Française, c'est possible. Si la personne est embauchée dans un poste à responsabilité ou de manager, un E1, E2, employé manager est possible. Si la troisième sous-catégorie, c'est si quelqu'un a des connaissances spéciales, par exemple, si c'est des connaissances techniques, la sous-catégorie d'employé essentiel est possible également. La seule chose qu'il faut retenir, qui a un nouveau changement sous Trump, c'est que par le passé, les visas E étaient valables 5 ans et à cause d'un désagrément entre Trump et Macron, la validité est maintenant réduite à 25 mois, mais le visa reste renouvelable indéfiniment. Alors, on va passer à l'autre catégorie. Donc, après, il y a les J1 et les F1. Donc, les J1 sont réservés pour les stagiaires, les professeurs, les médecins et les chercheurs. La catégorie de J1 la plus utilisée par les Français, c'est celle des stagiaires, intern et trainee. Donc, j'ai expliqué ça dans le tableau. Et l'avantage avec le J1, c'est que les époux et les épouses peuvent obtenir un permis de travail en arrivant aux États-Unis. L'autre catégorie, c'est un visa étudiant F1. La demande, une fois admis à l'université, l'université vous donne un formulaire que vous devez présenter à l'ambassade américaine à Paris pour obtenir votre visa. Et dans le dernier semestre, avant d'être diplômé, vous pouvez faire une demande pour un permis de travail. Et si c'est pour une catégorie, pardon, Emmanuel, STEM, c'est plus valable 12 ans, mais plutôt ça peut être jusqu'à 32 mois. Pardon, pas 12 mois, mais 32 mois. Donc après, on passe, je vais un petit peu rapidement ici, pour les catégories de carte verte. Donc la première catégorie, ce que j'appelle capacité extraordinaire, c'est la version carte verte des O1, si vous voulez, c'est-à-dire les visas d'artistes, d'entrepreneurs et de business. Et l'avantage avec cette catégorie-là, c'est que vous n'avez pas besoin d'être parrainé par une société américaine et c'est une catégorie de visa divisée en 2 étapes. Après, il y a la catégorie pour les responsables ou les directeurs multinationaux. Ça, c'est un petit peu la version carte verte des visas L ou les visas E2 de manager. Et donc, c'est également une catégorie en 2 étapes, mais là, il faut être parrainé par la société américaine. Donc, il y a plein de différentes cartes vertes. Je mentionne simplement celle utilisée le plus souvent par les Français. Il y a donc, après, il y a le EB2 et EB3, c'est-à-dire les professionnels qui ne rentrent pas dans la catégorie des cartes vertes dont je parlais antérieurement. Et là, c'est une demande de carte verte à 3 étapes. Et la première étape est qu'il faut tester en fait le marché américain pour s'assurer qu'il n'y a personne de qualifié pour le poste. Et ça, c'est le PERM.
voilà, donc ça, évidemment, ça prend plus longtemps pour obtenir une carte verte sous les catégories EB2 et EB3 que les catégories antérieures de multinationaux ou de capacités extraordinaires. Après, donc le K3, c'est pas vraiment une carte verte, mais comme ça enchaîne à la carte verte, je l'ai mis là. Ça, c'est les visas de fiancés. Donc, ils sont divisés en deux catégories. En fait, un, c'est le K1 où vous êtes fiancé avec un Américain ou une Américaine et vous obtenez un visa K1 à l'ambassade américaine à Paris. En arrivant aux États-Unis, vous avez 90 jours pour vous marier. Et par la suite, vous pouvez entamer une demande de carte verte au sein des États-Unis. K3, c'est pour les gens mariés qui veulent, en fait, et si le conjoint non américain est à l'étranger, cette personne peut obtenir un K3 pour rejoindre le citoyen américain ou la citoyenne américaine et après enchaîner sur une demande de carte verte. Donc, pour la demande de carte verte, c'est le I-130, donc c'est en fait la première partie de la carte verte où en fait le citoyen américain ou le détenteur de carte verte parraine le français ou la française conjoint. Voilà. Il est aussi possible de parrainer ses parents et ses enfants mineurs. Donc l'autre partie de la carte verte, c'est l'application I-485. Donc ça, c'est rapidement le type de demande de carte verte faite au sein des États-Unis, une fois que vous êtes déjà aux États-Unis. Et l'avantage avec celle-ci, c'est que sous l'ombrelle, si vous voulez, de cette application, vous pouvez également faire une demande pour un permis de travail-voyage, mais vous n'avez pas la possibilité de quitter les États-Unis jusqu'à l'obtention de ce permis de travail-voyage. Et l'autre option, c'est si vous ne vous trouvez pas aux États-Unis et vous vous trouvez à l'étranger, vous avez la capacité de faire une demande pour un visa d'immigré directement à l'ambassade américaine à Paris. Mais dans ce cas, il faut attendre que la pétition soit par le biais du travail ou de mariage soit déjà approuvée. Voilà, donc je suis désolée, je suis allée un petit peu rapidement, mais toute cette information se trouve aussi sur mon site web, toutes les différentes catégories de visas. Donc, nous allons passer maintenant aux proclamations présidentielles et ses effets. Il y a eu de nombreuses proclamations mises en vigueur depuis, on va dire, février, mais je mentionne uniquement celles qui atteignent en particulier les Français. Qui affecte plutôt en particulier les Français. Donc, la proclamation de mars 2020, en fait, refuse l'accès à tous ceux qui ont passé un minimum de 14 jours en France ou dans un autre pays de la zone Schengen ou du Royaume-Uni et de l'Irlande. Et donc, je vais parler des façons de contourner cette proclamation. Elle est toujours en vigueur. Oui, donc j'ai indiqué une solution. Donc, vous devez passer au moins 14 jours dans un pays en dehors de la zone Schengen. Donc, beaucoup de Français vont en Serbie, Croatie, Mexique, ou maintenant certains pays des Caraïbes ont réouvert leurs frontières. Donc, vous pouvez y aller, comme la République dominicaine, le Costa Rica, par exemple. Ou même la Turquie aussi. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut, une fois que vous arrivez dans ces pays, il faut vous assurer d'avoir un vol direct de ces pays à un aéroport américain. Et il faut passer au moins 14 jours. Donc, je dirais 15-16 jours pour ne pas couper ça trop court. L'autre proclamation qui a été, enfin, je jumule un peu toutes ces proclamations qui affectent les Français, c'est la suspension des délivrances de visas B1, B2. Donc ça, c'est des visas de touristes pour les touristes qui veulent passer plus de 60 jours aux États-Unis. Donc c'est le double du temps d'ESTA. Ils ont aussi suspendu la délivrance des visas H1B. H2B, c'est des visas pour agriculteurs et travailleurs saisonniers. H3, c'est des stagiaires. I, c'est journalistes.
J1, donc c'est stagiaire. K1 et K3, c'est les visas de fiancés dont j'ai mentionné. L1, les visas de transfert. O1, qui sont les visas d'artistes, et les visas d'immigrés. Donc, ils ont suspendu la délivrance de tous ces visas. Cette suspension est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, mais si Trump est réélu, ces proclamations peuvent malheureusement être reconduites. Par contre, il y a une dispense des proclamations. Si vous avez ces catégories de visa et vous vous trouvez aux États-Unis au moment où ces proclamations sont entrées en vigueur, elles ne vous affectent pas. Ça affecte uniquement les demandes de visa nouvelles. Aussi, si vous êtes citoyen américain et détenteur de carte verte, ou si vous êtes marié à quelqu'un d'américain ou qui a une carte verte, ou si vous êtes les parents d'enfants mineurs américains ou d'enfants qui ont une carte verte, vous êtes dispensés de ces proclamations. Vous pouvez voyager directement de la France aux États-Unis. Également, ceux qui ont des visas de diplomate A, G ou C, c'est-à-dire C, c'est pour crew, toute personne qui travaille pour des compagnies aériennes. L'exception, c'est des sous-catégories des visas diplomates A3 et G5. Voilà. Aussi, notre exception, c'est si vous avez obtenu un visa K avant la proclamation, vous êtes quand même refusé l'accès, sauf si vous passez, comme j'ai dit, au moins 14 jours en dehors des États-Unis, ou si vous obtenez une dérogation. Voilà. Donc, on va passer à l'autre tableau. Donc, il y a deux façons d'obtenir une dérogation. La plus facile, c'est si vous faites une demande de visa qui n'est pas suspendue actuellement comme un visa E, par exemple un E2. Vous n'avez la bonne nouvelle, c'est que l'ambassade américaine à Paris n'exige pas une demande supplémentaire de faire une demande de dérogation. Donc, c'est l'officier consulaire qui passe l'entretien qui décide de vous accorder une dérogation ou pas. Si la dérogation est accordée, elle apparaîtra comme une annotation en bas du visa. Mais attention, cette dérogation est seulement valable 30 jours et les 30 jours sont comptés à partir du moment de la délivrance du visa, pas de la réception du passeport. Et c'est valable uniquement pour une entrée aux États-Unis. Donc, si vous allez faire une demande de visa, vous obtenez la dérogation et que vous arrivez à venir aux États-Unis et que vous devez 3 mois plus tard faire un voyage d'affaires à l'étranger, vous allez devoir faire une demande pour une autre dérogation, si c'est avant le 31 décembre 2020. Donc, la deuxième façon d'obtenir une dérogation, c'est de faire la demande directement à Paris, à l'ambassade américaine à Paris. Et il faut écrire à Paris Visa Inquiry @state.gov. Seulement à celle-là, l'ambassade américaine à Paris a plusieurs adresses e-mail, mais vous devez seulement écrire à celle-ci pour faire une demande de dérogation. En termes de délai, ces dérogations peuvent prendre entre quelques jours et un mois. Je dois vous dire que l'ambassade américaine à Paris est actuellement complètement submergée par les demandes de dérogation. Donc, ne vous attendez pas à une réponse rapide. Si la dérogation est accordée, ce sera sous forme d'email. Et encore une fois, valable 30 jours de la date de l'email où ils indiqueront les dates de validité dans l'email et ce sera valable qu'une fois, pour qu'une entrée. Une autre chose importante à souligner, c'est que vous ne pouvez pas faire la dérogation à partir des États-Unis. Vous devez absolument être en dehors des États-Unis au moment de soumettre une demande. Donc, si vous décidez vous êtes actuellement aux États-Unis, vous voulez rentrer en France pour que ce soit pour affaires ou pour voir de la famille, vous allez devoir attendre d'être sur le territoire français avant de soumettre votre demande de dérogation.
Voilà, donc je sais que je suis allée assez vite, mais si jamais vous, Emmanuel, on peut commencer à poser. Oui, absolument. Merci beaucoup, Sophie. Non, c'est un bon panorama et évidemment, comme toujours, et en particulier en ce moment, il y a énormément de questions. Donc, ça va nous permettre de prendre des questions. C'est très, très bien. Je vais, par exemple, prendre celle d'Anne-Laure qui vient de demander, qui a un peu répondu, mais pour la suspension des délivrances de visa B1, H1, J1, L1, O1, est-ce qu'on parle des renouvellements? Nous avons un de ces visas et sommes aux Non, US. donc ça c'est une exception justement. Si vous avez déjà un visa valable H1, L1 ou B1, vous pouvez obtenir un nouveau visa. Très bien. N'hésitez pas à lever la main aussi si vous voulez poser des questions. Il y a une petite fonction pour faire ça dans le Zoom. Et comme ça nous permettra de vous donner la parole. Et puis, si vous avez peur qu'on ne réponde pas suffisamment à votre question, vous pouvez prendre ce rendez-vous avec Sophie. Encore une fois, vous allez directement sur le site bienvivreausus.com. Il y a un endroit qu'on appelle le salon des experts où vous retrouvez tous les experts du salon qui sont tous disponibles plusieurs heures dans la journée pour prendre des rendez-vous à raison de 15 minutes à chaque fois pour répondre à vos questions et discuter avec vous. N'hésitez pas, c'est sur bienvivreausus.com. Allez-y tout de suite pour prendre vos rendez-vous. Ilan demande, les visas O1 et EB1 sont bien suspendus jusqu'au 31 décembre 2020? Oui. Oui. Les nouvelles demandes, oui. Nouvelle demande, bien sûr. Mais vous pouvez tenter. On est en communication. Je suis en communication avec d'autres collègues. Vous pouvez toujours essayer d'obtenir un O1 quelque part ailleurs. J'ai entendu des échos de personnes qui ont pu obtenir des O1 en Amérique centrale, comme pas en Amérique, en Europe centrale, comme en Pologne, par exemple. Mais c'est un risque parce que la proclamation est assez claire. On a Hélène. Est-ce que Hélène nous entend? Hélène, il faut activer votre micro. Ce que je fais de mon côté. Elle a indiqué oui, et après je ne vois plus. Hélène, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour, vous avez une question? Pardon? Vous avez une question? Oui, j'ai une question, tout à fait. J'ai une question concernant le sponsoring de la carte verte via le mariage. Moi, je suis détentrice de la carte verte et j'ai sponsorisé en fait mon mari depuis. Enfin, on a commencé le dossier en novembre de l'année dernière. Il est en France en ce moment et je voulais savoir à peu près si les délais avaient été rallongés de ce fait de ce qui se passe avec USCIS. Ça c'est un sujet différent des proclamations, c'est-à-dire que tous les délais, malheureusement, se sont rallongés sous Trump. USCIS est assez mal géré en ce moment. Je vous rassure que les cas continuent à être approuvés, mais ça prend plus longtemps. Donc, les délais se sont rallongés même avant les proclamations. Et il faut compter globalement combien de temps pour un sponsoring comme ça en ce moment? Avec un I-130 et après Oui. un sponsoring à Paris. Oui. Un I-130 prend à peu près un an, entre 9 mois et un an. D'accord. Et puis, pour l'ambassade à Paris, ça va être difficile parce qu'ils ont annulé. J'ai du mal à vous répondre pour ça parce qu'ils ont annulé tous les rendez-vous entre le mois de mars et depuis le mois de mars en fait, parce qu'ils ont annulé les rendez-vous, puis ils ont lancé la proclamation. Donc en fait, tous ces personnes-là vont devoir prendre rendez-vous avant votre mari. Donc je compterai un bon moment malheureusement, au moins un an. Au moins un an, d'accord. Très bien. Merci beaucoup. Ça peut changer, hein, peut-être si Trump ne repasse pas et les proclamations ne sont plus en vigueur, peut-être que ça ira plus vite, mais je compterai au moins un an, malheureusement. Alors, on a Anne-Laure dont on a posé tout à l'heure la question sur les renouvellements. Elle demande aussi, est-ce que l'option quarantaine au Mexique que vous mentionnez est actuellement risquée? Autrement dit, quel est le pourcentage de risque que la frontière Mexique-US ferme? Dans ta boule de cristal. Pour l'instant,
y a pas de risque, simplement que c'est un petit peu le Wild West au Mexique. Il y a une possibilité pour vous d'éviter le Mexique parce qu'ils ne contrôlent pas du tout pour le coronavirus. Et si vous avez peur de l'attraper, je vous conseillerais vivement d'éviter le Mexique parce qu'ils n'ont jamais fermé leurs frontières. Même si les États-Unis ferment la frontière, elle a déjà fermé la frontière euh, terrestrienne, enfin par voiture. On ne peut pas traverser la frontière par voiture. Vous pouvez quand même aller du Mexique aux États-Unis après que les 14 jours se sont écoulés. Mais voilà, si vous pouvez éviter le Mexique et aller plutôt au Costa Rica ou ailleurs, ce serait peut-être mieux d'un point de vue de santé. On a Ed, je crois, qui nous attend. Ed, si vous voulez prendre la parole et aussi couper le son de votre ordinateur pour que on ne s'entende pas en même temps. Allez-y, vous pouvez prendre votre micro, Ed. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Ok, merci beaucoup de me laisser la parole. Bonjour Sophie. Bonjour. Donc en fait ma question, puisqu'en fait je suis étudiant en ce moment en milieu fin de doctorat aux États-Unis dans une université américaine, c'est une question on va dire de post-doctorat, donc au niveau du travail que je pourrais obtenir ici aux États-Unis après avoir fini mon doctorat. Je me demandais en fait si déjà quel type de visa auquel je pourrais prétendre après mes études et plus spécifiquement si par exemple il y a une non-profit aux États-Unis de type Alliance française, mais c'est pas une alliance française exactement, qui veut m'embaucher, est-ce que c'est possible? Quel visa serait approprié et est-ce que la non-profit, donc l'association, doit avoir une taille minimum ou est-ce que c'est une petite association de quelques personnes et ils font de l'aide aux devoirs pour le français et ils m'ont suggéré peut-être de m'embaucher après la fin de mes études. Et donc je voulais savoir simplement s'il y a un minimum de taille ou de revenus pour une association m'embauche ou quel Non, type de visa exactement. vous avez plusieurs questions dans votre question, donc je vais Désolé. essayer de répondre ça dans l'ordre. D'abord, je vous conseillerais de faire une demande pour un permis de travail dans le dernier semestre de vos études de doctorat. Et un permis de travail, c'est une application I-765. Donc, si vous regardez sur le site de USCIS, vous devriez faire la demande pour un permis de travail dès que possible parce que ça pourrait prendre jusqu'à 6 mois à obtenir. Par rapport au non-profit, c'est vrai qu'il y a une exception au H1B pour les non-profit, mais il ne suffit pas d'être non-profit, c'est-à-dire qu'il faut être affilié à une université ou à un centre de recherche pour qualifier comme une non-profit exemptée du règlement H1B. Donc, ce n'est pas la taille forcément, ni les revenus, c'est l'affiliation qui compte. Donc, ça doit être soit une université de recherche, soit un centre de recherche, soit une université, soit un centre de recherche qui a une affiliation avec le non-profit pour que ça marche. Donc, quand vous mentionnez justement le lien avec l'université, est-ce que ça voudrait dire que c'est un autre type de visa, donc et non pas un H1B, mais un autre type de visa qui serait toujours un H1B? C'est une exception au quota, c'est-à-dire que pour les H1B normaux, la demande se fait au mois d'avril chaque année pour une date butoir en octobre. Avec un non-profit, vous n'avez pas besoin de faire ça. D'accord. Vous n'avez pas besoin d'attendre. C'est-à-dire que si vous allez être diplômé au mois de mai, par exemple, la demande peut s'enchaîner tout de suite. D'accord. Et ça peut donner lieu, évidemment, ensuite, au bout de 5 ans, à une carte verte, c'est bien ça? Le H1B. C'est pas automatique. C'est-à-dire que la demande de carte verte doit se faire une fois que vous arrivez à la 5e année parce que vous avez 6 ans au total avec un H1B. Mais tout dépend de votre profil. Si c'est une des catégories de carte verte dont j'ai mentionné où c'est qu'à 2 étapes,
vous pouvez le faire plus tard. Mais si votre entreprise va devoir tester le marché américain, la PERM, donc le test du marché américain, pour interviewer des travailleurs américains, ça doit se faire dans la 5e année de la charte. Merci pour votre réponse. Emmanuel, t'es sans son. Merci beaucoup, Ed. On a Éléonore qui nous pose une question. Est-ce que la délivrance des visas L2 est également impactée par la proclamation? Oui. Si la demande est liée à un visa L1 existant. Oui, parce que comme le L2 dépend du L1, si vous devez faire une nouvelle demande ça dépend. Si la personne qui a un L1 est déjà aux États-Unis, il sera possible pour vous de faire une demande de L2 en tant que l'épouse de la personne déjà aux États-Unis avec un L1. Si c'est une toute nouvelle demande de L2 et que la personne avait déjà obtenu le L1 antérieurement, mais cette personne-là est toujours en France, ce ne sera pas possible. Alors, nous avons quelqu'un qui nous demande si un étudiant est détenteur d'un J1 et rentre en France pour visiter sa famille, pour retourner aux USA pour continuer ses études, devra-t-il obtenir une dérogation et aussi passer 14 jours au Mexique? Pour un J1, oui. Si vous avez un J1 existant, vous allez devoir passer 14 jours au Mexique ou en Serbie ou en Croatie ou aux Caraïbes ou obtenir une dérogation avant de revenir. D'accord. Je répète, n'hésitez pas à lever la main si vous voulez poser les questions par oral, ce qui est parfois plus simple pour expliquer les choses. Sophie nous dit les nouveaux visas, elle nous demande les nouveaux visas L1 doivent-ils satisfaire aux conditions NIE? A priori, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça, satisfaire aux conditions NIE? C'est une nouvelle délivrance visa L1 n'est pas, enfin la délivrance de nouveaux visas L1 est suspendue actuellement à cause d'une proclamation, donc il n'est pas possible de soumettre une demande du tout. L'ambassade américaine à Paris ne traitera pas ce dossier. Donc, pas de dérogation possible pour les L1. Est-ce que c'est donc il y a quelqu'un qui a déjà un L1, vous voulez dire? Non, pour les nouveaux L1. Non, il y a des dérogations possibles pour certains nouveaux visas quand même, notamment certains J1. Oui, c'est cas par cas, oui. Mais là, il faut faire la demande directement à Paris. Et pour expliquer pourquoi votre dossier devrait bénéficier d'une dérogation. Très bien. Erika qui nous pose une question qui n'est pas liée à la Covid ou aux déclarations présidentielles, donc c'est bien. Quel type de visa faut-il pour passer sa retraite aux USA? Alors ça, si vous n'avez pas de la famille aux États-Unis qui pourrait vous parrainer, vous n'avez pas beaucoup d'options à part le régime B1, B2 qui vous accorde jusqu'à 2 mois, enfin 180 jours, 6 mois de séjour aux États-Unis. Mais il faudra justifier, ça va être un petit peu difficile d'obtenir ce visa à l'ambassade américaine à Paris parce qu'il faudra leur justifier pourquoi ESTA n'est pas suffisant et aussi prouver que vous n'avez pas l'intention d'immigrer aux États-Unis, ce qui n'est pas possible avec un B1, B2. Mais de toute façon, malheureusement, actuellement, la délivrance des visas B1, B2 est suspendue. On nous demande, bonne question, qui n'est pas forcément juridique, mais pourquoi la frontière US est ouverte aux Mexicains et non aux Européens? En réalité, c'est pas la nationalité des gens qui compte, c'est l'endroit dont ils viennent. Les Mexicains qui viendraient de France ne pourraient pas rentrer aux US plus que les Français. C'est ça. Hein. Oui. Sachant qu'aujourd'hui, on considère que le taux de contamination est encore trop élevé en Europe pour ouvrir les frontières américaines, même s'il est aussi élevé ici. Après, les conditions sont contrastées et voilà,
voilà, à New York, c'est relativement bien maîtrisé, mais c'est pas forcément partout le cas aux États-Unis. C'est vrai. Je suis à la fois, Bernard, je suis à la fois citoyen français d'origine à la naissance et citoyen américain depuis 2007. Puis-je revenir aux USA sans aucun problème, un séjour que j'effectuerai en France cet automne et hiver? Oui, les citoyens américains. Donc, sachez que vous devez absolument montrer votre passeport américain lors de votre arrivée aux États-Unis et non votre passeport français. Et les Américains sont dispensés des proclamations présidentielles, donc vous pouvez revenir aux États-Unis sans problème. Sachant que, en tout cas, si vous revenez à New York et dans d'autres villes aussi, d'autres États, vous serez soumis à une quarantaine. Oui, donc, oui, mais c'est self-quarantine, donc c'est-à-dire que c'est personne, honnêtement, personne ne va vérifier que vous passez en fait, on a beaucoup de témoignages de lecteurs. Ah ouais? Et, certains ont reçu de la visite à domicile. La ville de New York a embauché des tas de gens pour faire du tracking. Et il y a des gens qui reçoivent des visites à domicile et tout le monde reçoit des textes, de nombreux textes. Moi, je l'ai eu personnellement. Et par ailleurs, beaucoup reçoivent des coups de téléphone. Les visites sont assez rares, mais il y a beaucoup de gens. Non, mais c'est bon à savoir. C'est bien. Non, oui, donc, non, mais j'encourageais pas du tout de violer la quarantaine. Hein. Mais on n'est pas comme dans certains pays. À New York, oui, c'est certain, mais ailleurs, dans le Midwest, c'est pas du tout. Bien sûr. Voilà. Mais oui, vous serez sujet, comme Emmanuel dit, à une quarantaine de 14 jours chez vous. Elodie, ou je ne sais pas exactement le nom, mais nous demande, est-il possible de passer par le Canada pour passer les 14 jours? Il me semble que c'était possible à un moment. La réponse est non. La frontière est complètement fermée. Elle est fermée, sauf pour les Canadiens et pour les infirmiers, les médecins et les chercheurs pour un vaccin Covid, contre le Covid. Mais à part ça, la frontière US-Canada est complètement fermée par la route ou par avion. Donc, vous n'allez pas pouvoir passer par le Canada du tout. Alors, on a Nathalie à qui je vais essayer de donner la parole si elle peut se préparer pendant que je la trouve. Voilà, Nathalie avait une question. Est-ce que vous nous entendez? Nathalie? Non, alors je vais la poser pour elle. Actuellement aux USA et souhaitant soumettre un dossier O1, pensez-vous que ce soit actuellement le bon moment pour faire un dossier et le déposer? Oui, parce que si vous faites la demande pour un O1 au sein des États-Unis, USCIS fonctionne toujours. Donc, vous pouvez absolument soumettre une pétition et une fois approuvée, vous allez avoir le statut O1 valable 3 ans. Mais attention, ça ne vous permet pas de voyager. Ce ne sera pas un visa. Votre statut sera changé. Vous pouvez travailler avec le statut O1. Je tenais à signaler aussi séparément que USCIS, c'est-à-dire les services d'immigration au sein des États-Unis, vont augmenter leurs frais de façon significative à partir du 2 octobre. Donc, si vous souhaitez faire une demande de visa O, je vous recommanderais vivement de soumettre le dossier avant le 2 octobre parce que pour l'instant, les frais de dossier sont $460 sans la formule express et ça va basculer à plus de $700 à partir du 2 octobre. Pauline, est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit Pauline, mais bonjour quand même. C'est son mari Frédéric. Pardon, surprise. Oui, effectivement, en fait, notre situation, c'est que mon employeur souhaite m'envoyer aux États-Unis et donc au travers d'un visa L1. Et en fait, si j'ai bien compris, et je crois que Sophie a répondu partiellement à la question tout à l'heure, mais je voudrais juste valider. Les ambassades ne traitent pas les visas L1 au moins jusqu'au 31 décembre. C'est juste, oui. D'accord, donc en fait, il vaut peut-être mieux même soumettre un dossier à partir de janvier. Enfin, on ne pourra pas soumettre de dossier avant décembre. Enfin, vous pouvez soumettre. Quand vous parlez de soumission de dossier, est-ce que c'est un blanquet L1 que vous soumettez directement à l'ambassade américaine à Paris? Oui. Est-ce que c'est une grosse structure? Oui.
Donc, une autre Oui. option, ce serait de soumettre le L1 au sein des États-Unis, c'est-à-dire que c'est la structure américaine fait une demande auprès D'accord. de l'USCIS, mais ça vous reviendrait au même dans le sens qu'il faudra vous présenter pour un visa L1 une fois la pétition approuvée, et ces visas-là ne sont pas délivrés en ce moment. D'accord. Et comme j'ai Et jusqu'au expliqué, la proclamation risque d'être reconduite si jamais Trump repasse. Donc pour Oui, l'instant, tout à fait. c'est jusqu'au 31 décembre, mais on ne sait pas si ça. D'accord. Donc, attendons début novembre et le vote de l'élection. Oui, je dirais, ils ont annoncé entre parenthèses que ça allait prendre plusieurs semaines pour avoir les résultats, donc j'attendrai fin novembre. Ouais. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Merci. On a une question par écrit de Lily qui nous dit: Bonjour à tous, je suis en France et je souhaiterais venir travailler aux USA. J'ai l'impression que les démarches sont un serpent qui se mord la queue, car il faudrait avoir déjà un visa pour que les candidatures soient considérées ou avoir un emploi réservé pour obtenir un visa. Effectivement, c'est impossible. Vous pouvez considérer, s'il vous plaît, quant à la procédure pour sortir de ce casse-tête. Merci. Je vous conseille vivement de cibler une société française ou en majorité française pour pouvoir obtenir un visa E1 ou E2 qui n'est pas sujet aux proclamations présidentielles. En espérant qu'on vous... Pour les E2, on n'est pas dans le cadre des dérogations au cas par cas. C'est simplement, tous les E2 peuvent potentiellement être accordés en ce moment, c'est ça? Tous les E2 sont accordés en ce moment basés sur le profil du dossier, bien sûr, comme s'il n'y avait pas de proclamation présidentielle, puisque cette catégorie de visa n'est pas affectée par les proclamations présidentielles. Après, faut espérer qu'une dérogation est accordée avec la délivrance de visa. Sinon, il faudra faire la demande de dérogation avant de partir aux États-Unis, pour éviter de passer 14 jours dans un tiers pays. Très bien. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. On en a plein par écrit. Je vais celle de Chris qui a une autorisation jusqu'en novembre 2022. Mais mon visa se termine en mai 2021. Dois-je retourner en France en mai pour faire régulariser ou puis-je attendre juin 2022? Qu'est-ce que vous avez comme vous avez un visa E, c'est ça? Ou le visa est différent, la validité du visa est différente que le... Alors, on va voir si Chris est disponible pour poser sa question à l'écrit, ou peut-être il nous dit c'est un L1. D'accord, alors répétez-moi, le visa lui-même, il est valable jusqu'à quand? Jusqu'en novembre 2022. D'accord. L'autorisation, non, pardon, j'ai une autorisation jusqu'en novembre 2022, mais mon visa se termine en mai 2021. D'accord, donc comme vous avez vous avez déjà un visa valable, vous pouvez faire une demande pour une dérogation pour revenir avant novembre 2022. Mais sans ça, il faudrait faire une demande pour un nouveau visa pour avoir le visa valable jusqu'en novembre 2022. Et est-ce qu'il faut qu'il retourne en France pour ça? Non, il serait possible d'étendre ça au sein des États-Unis, mais d'après la question, j'avais compris qu'il comptait déjà venir en France. La question, c'est dois-je retourner en France? Non, vous ne devez pas retourner en France. Très bien. Mais il faut que la société fasse la demande pour l'extension en avance. Oui. Alex demande si on peut passer par la Guadeloupe. La Guadeloupe c'est un département d'outre-mer de France. C'est pas la région Schengen, mais c'est flou. J'éviterai quand même parce que je ne sais pas comment les officiers à la frontière réagiront avec la Guadeloupe et la Martinique. Oui, je passerai peut-être plutôt dans un pays anglophone des Caraïbes comme la Barbade ou Costa Rica. Elle est président d'une société française et qu'il est aussi président de la filiale américaine de cette même société. Puis-je avoir un visa ou une carte verte pour diriger la filiale aux USA depuis les USA? Faut-il un E1 ou un E2?
Est-ce que vous voulez faire une demande de carte verte directement ou obtenir un E1, E2 en premier lieu? Eh bien, on ne sait pas puisqu'il n'est pas là. J'essaie de lui donner la parole, mais je crois qu'il… Carte verte directe, est-ce possible? Oui, c'est possible, mais il faut rester en France pendant ce temps-là. Vous pouvez très bien faire la demande, mais comme un de mes tableaux expliquait, il faut faire la demande en 2 fois, c'est-à-dire que vous soumettez la première partie de la carte verte depuis l'étranger. Une fois que ça s'est approuvé, vous pouvez faire une demande pour un visa d'immigré auprès de l'ambassade américaine à Paris, sachant qu'en ce moment, ces visas sont suspendus. Donc, mais ça ne devrait pas vous poser problème parce que de toute façon, ça prendra plus de 3 mois pour que la première partie de votre carte verte soit approuvée. Donc, la réponse courte est oui, vous pouvez le faire depuis l'étranger. Mais ça va vous prendre au moins 1 an. Très bien. Je vois une question. Pardon. À nouveau, combien de temps pour la carte verte par mariage en ce moment? Tout dépend si la personne concernée se trouve en France ou aux États-Unis. Aux États-Unis, semble-t-il. Et ça dépend aussi où la personne se trouve. Si vous êtes à New York, ça va prendre beaucoup plus longtemps que si vous êtes dans un autre État, parce que le bureau de New York est le plus occupé des États-Unis. Je compterai au moins 1 an. Au moins 1 an. Ouais. Très bien. Très bien. Mais je vois si on a d'autres questions. N'hésitez pas à lever la main si vous en avez. Je vois que, à nouveau, si on obtient une NIE, est-ce qu'on est soumis à une quatorzaine en arrivant aux États-Unis? Non, le but du NIE, c'est justement d'éviter les 14 jours. Donc, si on vous accorde un NIE, vous pouvez voyager directement de la France aux États-Unis. Vous pouvez voyager aux États-Unis, mais la question, c'est une fois qu'on est arrivé aux États-Unis en venant de France, grâce à ces dérogations, on est comme tout le monde, mais aussi comme les citoyens américains d'ailleurs, si on arrive à New York, soumis à la quatorzaine. Oui, tout le monde est soumis à la quatorzaine. À New York, en Californie, ça dépend des États, ça dépend des villes. Et effectivement, l'application est plus ou moins rigoureuse selon les endroits, mais New York est après avoir été l'endroit le pire dans le monde et en tout cas aux États-Unis, est un de ceux qui applique avec le plus de rigueur les normes, les masques, tout le monde en a dans la rue, etc. depuis bien longtemps, ce qui fait qu'on a un taux de contamination qui est autour de 1%, quand en France en ce moment il est à plus de 4%. C'est le nombre de gens testés qui se révèlent être contaminés. Donc c'est voilà, c'est plutôt contenu et donc les autorités essaient de faire en sorte que ça continue. Donc ils sont assez rigoureux, comme je disais tout à l'heure, sur cette histoire de quarantaine. Voilà. Alex demande quel est le délai pour recevoir un NIE dans la mesure où la demande est complète. Ça dépend entre quelques jours et 1 mois. Tout dépend de l'officier consulaire qui traite la demande. Donc, il faut être patient. Mais ça peut prendre jusqu'à 1 mois. Dans la mesure où on est là dans des dérogations au cas par cas, est-ce que déjà, avec le mois et quelques de recul, vous avez observé des différences en fonction des consulats, des pays, etc., ou des officiers eux-mêmes? On voit où il y a une sorte de constante qui arrive à se dégager. Alors, on n'arrive pas à savoir quel officier traite la demande puisque c'est envoyé à une boîte email générale. Donc, je ne sais pas, mais j'ai vu que ça varie vraiment entre quelques jours et j'ai eu un client qui l'a eu en quelques jours et un autre, ça a pris plus d'un mois. Et je parlais plutôt du contenu, c'est-à-dire de la décision elle-même. Est-ce qu'on observe une certaine cohérence ou est-ce qu'au contraire, il y a des grandes variations d'un dossier à l'autre? Il y a des grandes variations, il n'y a pas de cohérence. Ouais. C'est pratiquement à la tête du client, ce qui est un petit peu difficile.
et quelquefois, je suppose, à l'humeur des officiers consulaires, comme quelquefois la délivrance des visas d'ailleurs. Voilà. Julien qui a un visa F1 et il lui reste 6 mois sur son OPT. Alors l'OPT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le dispositif qui permet aux étudiants qui ont été ici en visa F1 de rester aux États-Unis jusqu'à 18 mois pour travailler. Jusqu'à 12 mois. Jusqu'à 12 mois. Jusqu'à 12 mois, mais sauf si ils sont diplômés d'un diplôme STEM. Là, ils peuvent réclamer 24 mois supplémentaires. Donc, il lui reste 6 mois sur son OPT. J'ai pour but de rester aux États-Unis, mais je ne sais pas quel type de visa rechercher et quelle procédure suivre. Que conseillez-vous? Je vous conseille de prendre rendez-vous avec un avocat, d'envoyer votre CV à un avocat qui puisse analyser votre profil et les visas auxquels vous pouvez être éligible. Il faut aussi voir si votre employeur actuel veut bien vous parrainer pour un autre visa, parce que quand vous êtes sous OPT, un permis de travail, vous pouvez travailler pour n'importe quel employeur américain qui n'a pas besoin de débourser des frais pour votre statut. Donc, je vous conseille vivement de commencer des discussions avec votre employeur actuel si vous souhaitez continuer avec lui, de voir si cet employeur veut bien vous parrainer pour un autre visa. Très bien. Rita demande, peut-on passer directement d'un visa L1B à une green card? Si oui, au bout de combien de temps doit-on lancer la démarche pour la green card? Tout dépend de quel type de green card. Si votre société cible plutôt la catégorie de carte verte multinationaux, il faudra qu'il y ait qu'à 2 étapes. Il faudra que la société vous fasse basculer d'un L1B à un L1A d'abord, pour après pouvoir faire cette demande de carte verte. Si plutôt l'employeur souhaite vous faire une demande de carte verte à 3 étapes, vous pouvez la faire je dirais dans les délais, enfin 1 an avant, donc quand vous êtes dans votre 4e année de L1B, puisque les L1B ont droit jusqu'à 5 ans de validité. Alex dit qu'il a du mal à trouver des infos sur les pièces à fournir pour le NIE. Y a-t-il des documents à privilégier? Donc, tout dépend de votre profil et poste dans la société, mais en général, vous devez leur envoyer une copie de votre biographique de votre passeport, la copie biographique de votre passeport français, copie de votre visa, une description brève sur votre titre actuel, votre poste actuel et le besoin d'une dérogation en fait. Pourquoi est-ce qu'il est essentiel que la société américaine vous fasse revenir dès que possible sans passer 14 jours dans un autre pays? Donc, est-ce qu'il y a des raisons économiques? Est-ce qu'il y a des réunions importantes auxquelles vous devez assister, etc. Donc, ça devrait être un petit paragraphe que vous devez inclure dans l'email en ayant justement une copie de la page biographique de votre passeport, une copie de votre visa en pièce jointe. Très bien. Pendant les 1 an d'attente de carte verte par mariage, peut-on rester aux USA si on y est déjà? Demande Damien. Oui, parce que oui, c'est possible. Et une fois que vous obtenez le permis de travail voyage, vous aurez la possibilité de voyager en dehors des États-Unis. Donc oui, il est possible de rester aux États-Unis sans problème. Mais vous devez attendre l'obtention du permis de travail voyage afin de commencer à travailler légalement aux États-Unis pour un employeur américain. Très bien. Parfait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci Sophie. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous conseille de contacter Sophie
Vous le voyez en ce moment, je pense, sur votre écran, le QR code. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, il suffit d'ouvrir votre téléphone portable en un mode appareil photo, sans prendre de photo. Vous allez devant le petit écran là, et cela va vous amener directement à la page pour prendre rendez-vous avec Sophie. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous sur le site bienvivreausus.com et cela vous permettra de prendre un rendez-vous d'un quart d'heure pour répondre à quelques questions et prendre un premier contact avec Sophie s'il reste disponibilité, ce qui n'est pas évident parce que Je crois, enfin moi j'ai déjà vu qu'il y avait déjà 8 personnes. voilà, mais les délais de mais si jamais il n'y a pas de rendez-vous disponible, vous pouvez très bien m'envoyer un courriel. Donc, c'est sophie@ravenimmigration.com. Mentionnez que vous avez assisté à cette conférence et je vous accorderai 15 minutes de consultation la semaine prochaine. Formidable. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup Sophie pour ce temps et cette disponibilité et ces explications très claires sur ces situations qui ne le sont pas du tout a priori. Et puis on se retrouve très très bientôt. Merci Sophie. Quant à nous, on va rester de voir la suite du programme qui est donc en salle 1, la couverture santé pour les Français aux USA. En salle 2, ici même, acheter à New York. Et en salle 3, business encore, attirer, retenir et récompenser ces salariés. On aura tous les conseils d'experts sur si vous dirigez une entreprise ici ou vous voulez diriger une entreprise ici, ce qu'il faut savoir pour être compétitif sur le marché du travail et attirer et retenir ces salariés. Encore une fois, salle 1, la couverture santé pour les Français aux USA. Salle 2, acheter à New York. C'est ici même. On va s'y mettre dans quelques secondes. Je vous encourage aussi à aller sur le site là où vous pouvez retrouver ces 3 salles, bienvivreausus.com, si vous êtes en train de nous suivre ailleurs que sur le site, sur Facebook ou sur YouTube. Et ça vous permettra de vous promener entre les différentes salles et ça vous permettra aussi et surtout de prendre rendez-vous avec nos experts. On a une trentaine d'experts qui sont les gens qui parlent aux conférences que vous avez pu voir jusqu'à maintenant et que vous verrez encore le reste de la journée, mais qui sont aussi, pour certains, simplement sur ces stands virtuels. C'est le même principe qu'un salon. L'idée, évidemment, c'est de rester connecté avec eux, de pouvoir leur donner finalement recevoir leurs conseils. C'est 15 minutes. Vous prenez rendez-vous sur le site. Allez-y maintenant parce que beaucoup ont déjà leur planning très très bien rempli pour la journée. On se bouscule. Donc c'est bienvivreausus.com pour prendre ce rendez-vous. En attendant, moi, je vais vous laisser avec les panélistes et Romain Poirot qui va arriver tout de suite pour prendre la parole. Bonjour Romain, salut. Ça va ?